Économie le Max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire aujourd'hui, vers une crise sociale au Liban. Les fonctionnaires réclament l'adoption d'une nouvelle grille des salaires. Problème, son financement. La croissance est en berne et les déficits se creusent. De quoi fragiliser un climat politique déjà précaire. Le Liban pourrait se retrouver bientôt sans président. Le point dans un instant. Et puis une opération reconquête, celle de Microsoft, à la traîne sur le marché des tablettes, des smartphones. Le géant américain, en rachetant Nokia, espère propulser son système Windows Phone. Alors suffisant pour inquiéter Android, Apple, les jeux sont ouverts, le marché aussi, et on y revient tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. D'abord l'essentiel de l'actualité économique et dans le dossier du rachat d'Alstom, la tendance est maintenant clairement en faveur de General Electric. Alstom qui a officialisé ce matin un projet de vente de sa branche énergie pour 12,35 milliards de dollars au groupe américain. Une offre ferme et un montant en numéraire. Une contre-offre de l'allemand Siemens n'est toutefois pas exclue. Le gouvernement maintient la pression. À noter d'ailleurs que la presse américaine tire à boulet rouge sur Arnaud Montebourg pour Wall Street Journal. Le ministre français de l'économie fait preuve d'ingérence et ferme les yeux sur les risques pour l'emploi en France que fait peser l'offre Siemens. C'est d'ailleurs cette offre du groupe allemand que craignent les syndicats. Et on verrait bien GE qui nous serait plus favorable du fait que l'on n'a quasiment pas de recoupement et que nos activités sont très complémentaires. Alors que sur une autre solution d'un Européen que l'on connaît bien, il y a une concurrence totale sur l'ensemble de nos activités et donc qui serait fatale à court et moyen terme de l'activité Alstom en France. Et l'autre gros dossier pour le gouvernement, c'était l'adoption à l'Assemblée nationale du fameux programme de stabilité, d'austérité, en diront ses détracteurs. 50 milliards d'euros d'économies pour les 3 prochaines années. Alors une majorité relative à l'arrivée pour Manuel Valls, 265 voix contre 232. Mais le chiffre d'hier, c'est l'abstention de 41 députés PS sur 67 abstentions au total. À droite, on évoque une fissure dans la majorité. Une chose est sûre, le gouvernement s'évite une crise avec Bruxelles, intransigeant, on le sait, sur les déficits. Certains nous disent qu'il est trop timide ou insuffisant, d'autres au contraire qu'il est trop dur. Et moi, j'ai 2 convictions. La première, c'est qu'il est calibré pour assurer le redressement de notre économie. Le respect des 50 milliards, c'est le respect des engagements de la France, pour elle-même d'abord. Et c'est un impératif aussi pour sa crédibilité. En Asie, une décision attendue, celle de la Banque du Japon qui a maintenu ce matin sa politique monétaire en l'état. Pour la Banque centrale japonaise, après 15 ans de déflation, le pays est en bonne voie pour atteindre enfin son objectif d'inflation à 2%. Le programme de rachat d'actifs pour soutenir l'économie conservera son rythme annuel autour de 450 milliards d'euros. Côté croissance, prévision en baisse. Tokyo s'attend à plus 1,1% sur les 12 prochains mois contre plus 1,4% estimé en janvier. De l'automobile et des bons résultats pour l'allemand Daimler qui a vu son bénéfice avant intérêts et impôts plus que doubler au premier trimestre à un peu plus de 2 milliards d'euros. La marque Mercedes se porte bien, plus 14% sur les 3 premiers mois. Des ventes solides en Chine, aux États-Unis et de vrais succès comme les nouvelles classes A et classe B, encourageant à l'aube du renouvellement du best-seller de la marque à l'étoile, la classe C. Et puis en Israël, personne ne l'a oublié. Après avoir dirigé la Banque d'Israël, Stanley Fischer s'apprête bel et bien à devenir le numéro 2 de la Réserve fédérale américaine. La commission bancaire du Sénat a donné hier son feu vert pour qu'il épaule Janet Yellen. Dernière étape, le vote des membres du Sénat américain. Peu de suspense à attendre, la date en revanche n'est pas encore fixée. Et direction Beyrouth, des centaines de manifestants se sont rassemblés tout à l'heure au cœur de la capitale libanaise, des fonctionnaires, des enseignants. Ils réclament depuis hier l'adoption par le Parlement d'une grille des salaires révisée qui tient compte de la hausse du coût de la vie. Mais le financement de cette réforme pose problème. Le Liban accuse un déficit budgétaire proche des 10% et pour ne rien arranger, le pays risque un vide présidentiel. Johanna Citruc. Des milliers de manifestants dans les rues de Beyrouth. Les travailleurs du secteur public tentent de faire pression sur les membres du Parlement libanais. L'objectif, les pousser à adopter une nouvelle loi concernant la grille des salaires pour prendre en compte le coût de la vie. Cela leur permettrait d'obtenir de meilleurs revenus. Nous avons des droits, mais personne ne nous répond. Ils nous ont fait des promesses l'année dernière, mais ils nous ont menti encore.
Donc nous n'allons pas nous taire. Parmi les manifestants, beaucoup d'enseignants, délaissés et prêts à boycotter les examens de fin d'année si leurs revendications ne sont pas acceptées. Nous avons enseigné de nombreuses années et nos salaires ne sont pas encore assez élevés pour nous permettre de tenir jusqu'à la fin du mois, comme les autres. Je participe à la manifestation parce que c'est mon droit de demander ce que je n'ai pas reçu pendant ces 17 dernières années. C'est ce que je demande. Nous devons tous recevoir ce à quoi nous avons le droit, comme dans les autres secteurs. Si ce projet de loi est adopté, ça pourrait coûter à l'État plus d'1,5 milliard de dollars. Un coût non négligeable pour un pays en manque de croissance, seulement 0,9% en 2013, et dont le déficit budgétaire devrait dépasser les 10% en 2014. Allez, on parle d'un géant américain qui a dominé 20 ans durant un marché du PC qui est aujourd'hui sur le déclin. Mais Microsoft a clairement manqué le virage du mobile. Le marché des tablettes, par exemple, a vu ses ventes exploser de 13 millions d'unités vendues dans le monde en 2010 à plus de 200 millions aujourd'hui. Et côté smartphone, eh bien, c'est Android de Google qui écrase, vous le voyez, la concurrence. Alors pour tenter d'exister, Microsoft s'est offert Nokia. Un objectif, rattraper le retard en termes de part de marché, 5% seulement aujourd'hui. Anthony Lesme. La guerre Apple-Samsung accueille un nouveau belligérant. Microsoft, le géant américain, a officialisé le rachat de Nokia pour 7,2 milliards de dollars. Microsoft va ainsi disposer du même appareil de production qu'Apple, avec la maîtrise intégrale du logiciel et du matériel. C'est un important changement de stratégie puisque Microsoft n'était jusqu'à présent que le fournisseur de la plateforme logicielle, en l'occurrence Windows Phone. Un OS déjà utilisé à 90% par Nokia. Nokia a affiché ses téléphones à un prix très élevé afin de les rendre rentables. Mais ils ont découvert qu'ils gaspillaient en fait de l'argent. Microsoft a plus de financement, plus de ressources, plus de technologie. Ils peuvent en fait fixer les prix de leurs téléphones à un prix plus compétitif et leur permettre d'atteindre des personnes à faible revenu, notamment dans les marchés émergents qui ont à présent les moyens d'acheter ces téléphones maintenant. Nokia, ancien leader du marché mobile, a raté le virage des smartphones, initié par Apple en 2007 avec l'iPhone et amplifié par Samsung. En 2013, Nokia a totalisé à peine 3% du marché mondial, contre 32% pour le coréen et 15% pour Apple. Premier défi pour l'entreprise finnoise, revenir dans la course. Pour Nokia, il semble qu'ils ont réussi à se débarrasser de leur enfant à problème. Et à présent, Microsoft est le nouveau parent de cet enfant adopté et ils cherchent à lui apprendre les bonnes manières, travailler de façon plus efficace et devenir un poids lourd dans le marché des smartphones. Concurrencer Android est l'autre défi de Microsoft. Le logiciel de Google écrase la concurrence avec plus de 78% de part de marché, plus 10% en un an. Voilà, Android référence du marché, le système d'exploitation de Google qui est mis gratuitement à disposition des constructeurs. Alors on va faire le point avec vous, Jérémy Brabé, sur les ambitions de Microsoft. Son Windows Phone peut-il vraiment inquiéter Android? Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, spécialiste du high-tech, ce marché des smartphones, deux catégories à distinguer, le logiciel et le matériel. Et sur le matériel d'abord, Microsoft était plutôt absent jusqu'ici. Est-ce que Nokia va lui donner une certaine force de frappe d'après vous ? Il est évident que Nokia, sur le hardware, a une force de frappe considérable. Déjà, la marque Nokia est une marque très forte. Tout le monde se souvient avec émotion et nostalgie de son vieux Nokia que l'on jetait du haut de l'immeuble, que l'on retrouvait intact par terre, ouais. Le 3310 ou autre, effectivement. Il y a aussi un portefeuille de brevets, on en connaît l'importance. Par exemple, Google a racheté le portefeuille, ça fait partie des choses qui ont justifié la valorisation de Motorola, 12 milliards. Et il y a aussi le savoir-faire hardware, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le produit c'est un téléphone, mais qui sait si demain ce ne seront pas des lunettes comme celles de Google, donc il achète ce potentiel. Donc il y a un savoir-faire et Nokia est d'après vous au niveau des leaders des grands noms Samsung, Sony, LG. Sans aucun problème. Ouais. Alors sur la partie logicielle, pour l'instant on avait droit à un duel 80% environ pour Android, 15% pour l'iOS d'Apple. Clairement la route c'est sûr qu'elle est longue pour Microsoft. Quelle peut être la stratégie pour essayer de changer la donne? Alors quand vous dites que la route est longue, en effet, c'est-à-dire que sur les smartphones, la question du hardware est, je dirais pas secondaire, mais pas nécessairement primordiale. Le vrai problème, c'est l'écosystème qui est construit autour. Si on parle par exemple de Google Play, il y a 700 000 applications à peu près, et Apple 500 000. Et pour l'instant, il est clair que Windows Phone n'est pas au niveau et que ce n'est pas une priorité pour ceux qui développent des applications d'arriver sur Windows Phone. Donc comment ils vont arriver à retourner cette situation? C'est une vraie question. D'autre part, il y a une question de positionnement sur le marché. C'est-à-dire que Apple trust le haut de gamme avec des prix assez élevés, mais un service en rapport, et
Android est gratuit. Donc toute une palette de gamme. Donc voilà, Android est sur plutôt le bas de gamme et Apple est sur le haut de gamme. Et Microsoft qui fait payer son système d'exploitation en général, on ne voit pas trop où ils vont se placer dans ce schéma. Ça restera payant d'après vous, de toute façon. Je souhaite pour eux qu'ils puissent trouver un autre modèle économique, mais pour l'instant, ça fait 30 ans que Microsoft vit avec ça. D'autre part, si on regarde ce marché-là, ce qui est rassurant là où on peut se dire qu'il va peut-être y avoir une redistribution des cartes, c'est que ça a déjà eu lieu. Par exemple, si on regarde l'histoire de tout ce qui est smartphone et autres appareils intelligents, on a constaté la disparition, par exemple, de Palm Pilot, de BlackBerry et aussi de Nokia. Et l'apparition, par exemple, de Android et de Samsung. Donc, les cartes peuvent être redistribuées très vite. Donc, l'innovation, ça jouera beaucoup, en tout cas, ça c'est sûr. Doute. Alors, justement, Microsoft a un nouveau PDG, Satya Nadella. Les choses bougent depuis quelques semaines au niveau de la stratégie. La mythique suite Office, Word, Excel, PowerPoint, elle sera désormais ouverte aux autres écosystèmes comme Apple et Android. Et on va écouter Satya Nadella. Ce qui se passe, c'est que tout est rassemblé dans ce cloud, accessible à tous sur tous les appareils. C'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. C'est la première étape dans une nouvelle phase d'innovation pour Microsoft. Jérémy, Microsoft imite Google en partant à la conquête des plateformes mobiles. Alors, Microsoft n'a pas vraiment le choix parce que s'il ne donne pas accès à Office via les plateformes mobiles, il est possible qu'un autre standard se développe et ce serait un drame pour Microsoft. C'est du rattrapage un petit peu au niveau du terrain perdu sur les smartphones et les tablettes. En tout cas, c'est la volonté de renforcer Office qui est une grosse source de revenus et grosse source de pouvoir pour Microsoft. Et d'autre part, effectivement, Microsoft développe un modèle cloud et dans ce modèle cloud, donner accès à Office via toutes ces plateformes, ça a vraiment du sens. Et en 2 mots, est-ce que d'après vous, Apple et Google s'inquiètent un petit peu d'une éventuelle nouvelle stratégie de Microsoft aujourd'hui ? Je pense pas nécessairement. Sans doute, ils doivent y réfléchir, mais ils sont tellement à couteau tiré entre eux qu'ils ont vraiment haussé le niveau et je suis pas sûr que ce soit l'entrée de Microsoft qui leur fasse la marge, en tout cas. Oui, je pense. Merci Jérémy pour tous ces éclairages. Merci. Et on passe au Media Watch. Alors on reste dans l'univers des smartphones pour la revue de presse. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Là on va parler d'Apple, Apple qui perd des parts de marché avec son iOS, mais qu'on se rassure, tout va bien côté finance. Oui exactement, et pour le prouver, Business Insider a publié une série de chiffres plutôt pertinents. Premièrement, donc au niveau des ventes, entre janvier et mars 2014, Apple a vendu pour 43,7 milliards de dollars. C'est plus que Google, Amazon et Facebook réunis. Alors deuxième exemple cette fois, du côté des bénéfices, au premier trimestre, le bénéfice net d'Apple s'est élevé à 10,2 milliards de dollars. C'est plus que ceux d'Amazon, non pas en un trimestre, non pas en un an, mais en 20 ans d'existence. Et dernier exemple qui concerne cette fois le marché des smartphones. Les ventes de Samsung sont 2 fois plus élevées que celles d'Apple et pourtant les bénéfices de Samsung sont 2 fois plus faibles que ceux d'Apple. Alors autre chose Johanna, quand l'économiste devient rockstar, tout le monde parle de Thomas Piketty en ce moment, son livre numéro 1 des ventes chez Amazon, de quoi parle-t-il ? Ce pavé 900 pages quand même. Oui, c'est une bonne question. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un livre qui fait plus de 900 pages en français et près de 700 en anglais. Et c'est pas rien, surtout lorsqu'on ne maîtrise pas l'économie sur le bout des doigts. Et c'est là que The Guardian intervient, entre en scène, puisqu'il a publié un article pour expliquer ce qu'il faut savoir sur le livre de Thomas Piketty. Alors, premièrement, c'est sa thèse. Le taux de rendement, la rentabilité du capital est supérieur au taux de croissance. Autrement dit, la richesse héritée augmente plus rapidement que la richesse gagnée grâce au travail, par exemple. Et résultat, les plus riches ont tendance à s'enrichir plus rapidement que les autres, d'où l'augmentation des inégalités. Et pour réparer ces injustices, Thomas Piketty propose dans son livre 3 choses. La première, c'est une taxe de 15% sur le capital. La deuxième, un impôt de 80% sur les hauts revenus, les revenus supérieurs à $500 000 par an. Et la troisième, c'est de se servir de l'inflation
pour redistribuer les richesses vers ceux qui en ont le moins, puisque l'inflation pénalise la rentabilité du capital et donc les plus riches. Un vrai programme économique. Allez, on termine avec de la monnaie électronique, avec le lancement d'une nouvelle plateforme d'échange de Bitcoin. Oui, 2 programmateurs de 26 ans ont mis au point une nouvelle plateforme d'échange de Bitcoin qui doit être lancée jeudi, donc demain, et qui s'appellera Dark Wallet. En français, on peut traduire ça par porte-monnaie sombre, et le nom n'a pas été choisi au hasard puisque l'objectif de ces concepteurs, c'est de protéger l'identité des utilisateurs. Donc les données seront cryptées de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas faire le lien entre les achats et les acheteurs. Et le problème, en fait, c'est que ce sera encore plus facile d'utiliser les bitcoins pour financer des activités illégales ou encore blanchir de l'argent. Ouais, pas tout à fait la philosophie d'origine du Bitcoin. Hein. Un maximum de traçabilité et de transparence. Merci. Oui. Merci Johanna et à demain. À demain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain sur i24 News. On parlera d'agriculture, notamment la PAC en Europe, avec un gros plan sur la Pologne. Restez avec nous, l'information continue.